bonsoir. Bienvenue au Café Numérique de Liège. C'est la 12e saison, ça ne nous rajeunit pas. On a commencé en 2010. On a commencé en 2010 avec une mission très simple. Passez à la prochaine slide. Une mission très simple qui est de promouvoir les nouvelles technologies et l'innovation au plus grand nombre. Donc on a démarré à Bruxelles, on était 3-4 geeks dans un bar, et puis petit à petit des personnes se sont venues, se sont rapprochées, on va dire, et ce groupe a grandi. À un moment donné, moi j'ai cessé de faire les allers-retours avec Bruxelles tous les soirs en semaine, et on s'est dit qu'on allait faire la même chose à Liège. Et puis on s'est dit qu'on allait faire la même chose dans d'autres villes en Wallonie, et puis d'autres villes en Europe, Paris, Londres, notamment Marseille aussi, si jamais vous voulez aller à Marseille, Bogota aussi, donc en Amérique latine, en Afrique, en Asie, bref, ça s'est bien développé partout. Puis il y a eu Covid, tout le monde a disparu sauf nous. Quand même pas mal. Donc merci d'être là. Vous êtes ici pour, j'espère, au moins une des 3 raisons qui est affichée ici, c'est-à-dire l'apprentissage, le réseautage, et finalement c'est pour passer un bon moment. Si jamais vous n'avez rien appris aujourd'hui, j'espère que vous aurez au moins passé un bon moment ou rencontré une personne que vous ne connaissez pas. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on a une tagline qui veut juste dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire entre le bar et la conférence. On n'est pas tout à fait une conférence classique, on n'est pas tout à fait non plus juste le bar. On est ici pour apprendre, on est ici pour passer un bon moment et réseauter. Derrière cette organisation, il y a plusieurs personnes. Mélissa Diantete, qui est experte en marketing digital avec une belle expertise sur LinkedIn. Nous avons aussi Samuel Piroton, qui est juste là, qui vous a salué à l'entrée, qui est consultant en communication web. Nous avons Sébastien Lewy, qui est monsieur Startup, accélération Startup dans l'équipe, et puis moi-même, qui suis cofondateur de Airplan et de Marketing Makers. Au programme aujourd'hui, 3 orateurs. D'habitude, on a 1, 2, jusqu'à 3 orateurs. Aujourd'hui, 3 orateurs. On aura dans l'ordre Roald Siberat qui va vraiment balayer le paysage finalement des LLM. Si vous ne savez pas ce que c'est un LLM, vous le saurez dans 30 secondes. Ensuite, nous aurons Jérémy Zegers de chez Meta qui va présenter le modèle de Meta, à savoir Llama. Je parle pas de l'animal, évidemment, je parle de Llama, le moteur, le LLM. J'allais dire moteur de recherche, mais non, ça c'était en 2010. Le LLM, et puis nous aurons Renaud, qui va plutôt partager son expertise d'implémentation de l'IA en entreprise, dont, je pense, Llama également. Voilà, ensuite, il sera plus ou moins 20h quand on décidera de faire les live tweets. Les live tweets, c'est quoi ? Vous venez juste ici, on vous donne le micro, et puis vous avez 30 secondes pour annoncer ce que vous voulez. Ça peut être la promotion de votre boîte, de votre projet, le fait que vous recherchez des profils, vraiment tout ce que vous avez envie. Vous organisez un événement, vous pouvez en parler ici. Donc voilà, vous avez juste 30 secondes pour en parler. Et juste après ça, direction la brasserie, où on échange entre nous, on boit un verre, et plus si affinité. Voilà, donc ça c'est le programme. Avant de démarrer, un grand merci à nos différents sponsors. Nous avons Deuze qui nous soutient déjà depuis quelques temps. Alors Deuze, si vous développez une application web, une application mobile, un site web, une application d'entreprise de manière générale, voire plus, eh bien faites appel à Deuze. Ils sont pas loin d'ici, je dirais à 500 mètres, ici dans le centre de Liège. Donc voilà, ou adressez-vous d'ailleurs à Maxime qui est juste ici, de chez Deuze. Ensuite, nous avons Eco-Dimension qui est arrivé avec quelques caméras, 1, 2, 3, 4, j'en vois 4, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. En tout cas, grâce à Eco-Dimension, on peut retransmettre les différents cafés numériques sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller sur YouTube et vous inscrire, tapez simplement Café Numérique Liège dans la barre de recherche de YouTube. Un grand merci à la Grand Poste qui nous accueille dans ce lieu magnifique, lieu historique, qui se compose d'un coworking, mais aussi de salles de conférences, d'événements, de réunions. Il y a ici un
un studio d'enregistrement pour la radio, il y a l'université, il y a le rooftop, il y a le food market, il y a, j'oublie sans doute des choses, il y a différentes entreprises aussi qui sont autour et qui louent des bureaux de manière privative. Voilà, donc la Grand Poste, n'hésitez pas à y faire un tour, que ce soit en coworker ou juste au food market. Voilà. La Grand Poste et enfin Marketing Makers, ça c'est ma boîte. J'organise des formations en IA générative en entreprise. Ok, prochaine date, ce sera le lundi 7 octobre. On essaye d'être à chaque fois le premier lundi du mois. Ça dépend un petit peu avec les jours fériés, etc. Mais en général, on essaye d'être le premier lundi du mois. La thématique sera communiquée dans pas longtemps. Mais n'hésitez pas à vous inscrire également à la newsletter. Mais de toute façon, si vous êtes inscrit à cet événement-là, vous allez recevoir de toute façon un email. Voilà. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent café numérique. Je propose qu'on accueille Roald. Voilà, merci. Très content d'être ici, de partager un petit paysage en introduction sur les IA génératives. La Grand Poste, je suis très familier parce que je suis un local. Je vous parle ici avec une casquette à la fois en tant qu'investisseur pour le groupe Noshaq, anciennement Mesinvest, et également porteur d'un projet Accelerate AI pour familiariser, pousser la nouvelle vague de l'IA. Alors, attends, est-ce que ça a marché? Oui, pour me présenter, comme un ingénieur, j'ai fait un diagramme de Venn. J'ai des intérêts dans l'IA. Je suis ingénieur civil en informatique. Je me suis reformé depuis 2010 à l'IA, y compris à Stanford, à Human Centered AI Institute. J'étais entrepreneur aussi, lancé des projets, certains qui ont eu un succès moyen, certains qui ont été... Winbox a été un échec retentissant après avoir levé 5 millions de dollars. Donc un parcours d'entrepreneur, investisseur depuis un moment. On passe du côté obscur de la force, investisseur. Et avec Noshaq, on a eu l'occasion d'investir dans Odoo, comme vous connaissez certainement, un success story incroyable, à présent Aerospace Lab. Donc c'est également très inspirant de voir passer Odoo de 19 personnes quand je les ai rejoints en 2009, jusqu'à la réussite de 4000 personnes que c'est aujourd'hui. Oui, alors celui-là, il se rattache pas. Je suis également prof invité dans 2-3 unifs, dont l'UC Louvain. Donc beaucoup de casquettes, beaucoup d'intérêt, mais très fort l'IA. Et surtout, je suis passionné par l'IA et l'éducation à l'IA. Moi-même, en tant que consommateur, entre guillemets, je vais me former. Là, vous voyez une photo de moi quand j'étais à cette formation en 2019 à Stanford. Donc ça, c'est leur labo de voitures autonomes. Ils se font plaisir, ils ont une DeLorean, et c'est ça le labo, les étudiants. Donc là, ils viennent, ils trafiquent ça. Donc, parfois, on me demande, tiens, est-ce qu'ils sont vraiment plus malins que nous? Et non, je pense que les ingénieurs d'ici valent ceux des Américains. Par contre, ils vont beaucoup plus vite. Une fois qu'ils sortent, ils sont engagés chez Facebook, chez Twitter, etc. Et donc, ils ont une croissance beaucoup plus rapide. Mais cette expérience, j'essaie de la ramener. On avait lancé en 2019 AI Black Belt à Bicentral, où on a formé une dizaine de cohortes dans des belts, hein, la métaphore des arts martiaux, pour une progression dans la connaissance de l'IA. Bon, l'IA, donc je la suis depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant maintenant? Il y a plusieurs manières de voir ça. Si j'essaie de faire simple, la décennie précédente, 2010-2020, c'était on parlait de machine learning et puis on a parlé de deep learning. Bref, c'était le royaume des data scientists, des gens qui sont à la fois forts en maths, forts en code, qui brassent des données, etc. Donc, ça faisait déjà des choses assez miraculeuses. On est arrivé les débuts des voitures autonomes, la reconnaissance d'images a fait des bonds en avant, mais ça restait le royaume des geeks, hein, voire des ultra-geeks. Pendant ce temps-là, il y avait toute une sous-branche qui se développait qu'on appelait le NLP, le Natural Language Processing, le traitement du langage naturel, les langages que nous parlons. Et donc il y a eu GPT-1, GPT-2, à ce moment-là ça n'occupait qu'une petite partie des geeks, et puis il y a eu GPT-3, et puis alors OpenAI a rajouté fin 2022 GPT-3, plus du chat, plus une technique RLHF qui vise à discipliner un peu ces IA, et ça a donné ChatGPT. Et là, pas besoin de vous faire un dessin, c'était l'explosion, c'est l'application qui est passée le plus vite de 0 à 100 millions d'utilisateurs, même dans un secteur qui est habitué à de l'hypercroissance, c'est le genre de choses qu'on n'a jamais vu. Donc là, on s'interroge, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Simplement parce que c'est la première fois
que les IA se comportaient plus ou moins comme dans les films de science-fiction, quoi. On peut y parler, elle me comprend, elle me répond. Donc c'est pas que c'est fini l'ère des geeks, mais on est passé dans une autre dimension. Ouais, ça c'est un petit peu, si on veut comprendre la grande sphère de tout ce qui est IA, un sous-ensemble qui est le machine learning, technique un peu complexe de mathématiques et de code. Une sous-partie de ça, une utilisation de ça, c'est l'IA générative. Mais à l'heure actuelle, autant vous dire que les milliards qui se déversent d'investissements dans l'IA, ils vont essentiellement dans le petit, il a l'air petit ce cercle, mais c'est en fait énorme les investissements et les efforts qui sont faits là-dedans. Une autre manière de voir les IA génératives, c'est de parler de foundation models, c'est-à-dire ce sont des modèles qui sont des fondations, c'est-à-dire on va construire d'autres choses dessus. Ça, c'est déjà très stable, ça contient plein de choses. C'est nourri vous voyez à gauche, de data, de textes, de paroles, de toutes sortes c'est complètement multimédia. Il y a ces modèles qui ont été pré-entraînés, donc ils ont digéré des millions et des milliards de pages. Le P de GPT, c'est pre-trained, hein, ça veut dire que ça a déjà appris énormément de choses et c'est capable de faire des tâches, toutes sortes de tâches, un énorme éventail de tâches, répondre à des questions, créer des images, faire du texte. Un sous-ensemble de ça, c'est quand on donne du texte et qu'on en sort du texte. C'est un énorme champ d'application, évidemment, et c'est ça qu'on appelle les LLM, hein, les Large Language Models, les grands modèles de langage, qui sont vraiment les premiers ont coûté le développement de ChatGPT initial, on estimait que c'était entre 50 et 100 millions de dollars, c'est des infrastructures énormes, etc. C'est en train de se démocratiser, voilà. Je voudrais faire une petite larme pour qu'on n'oublie pas l'IA classique, qui reste encore assez énorme en fait dans les applications techniques. L'IA, machine learning, supervised learning, etc. reste quelque chose de très important. On en parle moins, mais énormément de choses sont possibles grâce à l'IA. Il faut garder ça tout de même à l'esprit. Impact et opportunité, je vais survoler assez rapidement. Moi, vous avez compris que mon rôle ici, c'est que je suis le groupe qui fait l'ouverture. Hein. Les vraies vedettes arrivent après, où on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, je suis là juste pour chauffer la salle et donner un petit peu de contexte pour qu'on ait un langage commun. L'impact de ces IA, évidemment, il y a plein d'études qui montrent que ça va être assez énorme. Ça va amener des gains de productivité et de qualité. Hein. Donc ça, c'est un exemple entre des entreprises qui n'ont pas utilisé l'IA et certaines qui ont utilisé l'IA. On peut mesurer un boost de productivité. 80% des entreprises vont y faire appel. Donc c'est une vague énorme, comme on en a peu vu. Pourquoi faire? Une série vous voyez ici un escalier de petites tâches au début, automatiser des tâches répétitives, puis grâce à ça on va augmenter la productivité, puis on va augmenter la qualité du travail, favoriser l'innovation, rester compétitif. Donc au final ça soutient l'ensemble des buts d'une entreprise. Cas d'utilisation, il commence à y en avoir un paquet. Attention que comme avec l'apparition de toute nouvelle technologie, souvent les vrais killer apps, curieusement, même quand il y a des milliers de personnes intelligentes qui travaillent dessus, on ne les trouve que quelques années plus tard. Facebook, par rapport à l'apparition d'Internet, c'est arrivé genre 10 ans plus tard. Donc et puis ça paraît comme une évidence, mais il a fallu une évolution. Donc les vrais killer apps ne sont peut-être pas là-dedans. Hein. Améliorer les flux d'informations au sein d'une entreprise, le service aux utilisateurs. Hein, vous imaginez, si vous frottez parfois à l'administration, si vous avez et que vous n'êtes pas satisfait, ça peut arriver. Si vous avez un chatbot qui vous donne déjà les premiers éléments de réponse, ça peut changer vraiment beaucoup d'applications. Comme toutes les nouvelles technologies, ça suit une hype curve. Hein, donc à un moment, on s'excite très fort, ça c'est Gartner. Ça date de 2023. Et donc vous voyez la simulation par l'IA, l'IA générative, le code assisté par l'IA. Et puis à un moment, après cette période de hype, ouais mais non, et tiens, il y a des défauts, etc. Et donc ça redescend un peu, et puis ça remonte. Donc la plupart des technologies passent par ces phases-là. Pour le moment, on est un peu au sommet du hype, de l'excitation, sans doute proche de redescendre un peu. Mais ne vous découragez pas, si on regarde à 5 ou 10 ans, c'est une tendance clairement de long terme. Alors, comme toutes les technologies qui ont l'air miraculeuses à première vue, elles ont malgré tout leur lot de problèmes. Ça, je pense, c'est utile d'en parler et ça va avoir un rôle dans ce qui va suivre. Un des problèmes connus des IA génératives, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. J'imagine que les habitués du café numérique ont déjà entendu parler des hallucinations. C'est quoi les hallucinations? C'est par exemple vous demandez à une IA qui génère des images de faire un feu de camp, elle va vous sortir une image comme ça. Alors si on regarde de loin et distraitement, on se dit bah oui, on voit une dame dans les bois, après une tente, un feu. Évidemment, on voit très vite qu'il y a un problème parce que le feu est dans la tente. Donc
les IA fonctionnent comme ça, elles vous font quelque chose qui ressemble à la réalité, donc c'est même réaliste, etc. Par contre, elles n'ont pas, pour faire simple, de véritable représentation du monde. C'est pas tout à fait correct ce que je dis, mais elles ont une représentation du monde qui est contenue dans le langage. Mais elles n'ont pas de représentation physique du monde. C'est pour ça que, alors que nous l'avons tous, un enfant de 2 ans comprend déjà, quand on pousse un verre, il tombe, il va être cassé, etc. Les IA ne comprennent pas ça, n'ont pas de compréhension du monde, parce qu'elles n'ont pas d'expérience du monde. Donc là, ça a l'air d'être une évidence, hein, ça fait sourire tout le monde. Mais imaginez qu'on a demandé à une IA de générer un rapport médical sur base de données. Et donc là, vous pouvez vous retrouver avec le même genre d'erreur, sauf que ce sera beaucoup moins apparent. Et pourquoi? Parce que ça va ressembler à un vrai rapport médical, ça aura l'air qualitatif, ça aura tout le vocabulaire, ça aura toutes les apparences d'un rapport médical. Et il faudra peut-être un médecin spécialisé pour dire mais non, mais là c'est pas du tout correct cette partie-là. Donc vous voyez, il y a un danger, tant qu'on ne traite pas ces questions-là, on va devoir faire attention à quelle tâche on utilise les IA. Autre problème, les données privées. Alors, si vous êtes une entreprise qui a une base de connaissances internes, des relations avec ses clients, est-ce qu'on va vouloir les mettre sur un cloud? On peut avoir des craintes ou se poser des questions. Donc, voilà, c'est un problème. On va voir que la nouvelle génération peut en partie répondre à ça. Un autre problème, c'est les IA. Déjà, l'ancienne génération, on disait que c'était un peu des boîtes noires. Maintenant, c'est passé de la boîte noire au container noir. C'est devenu extrêmement vaste, extrêmement complexe et extrêmement obscur. Donc, dans certains cas, ça va. L'IA va vous répondre, prenez telle action ou optimisez votre processus de telle manière. Dans certains cas, dans certaines applications, dans certains métiers, il faut impérativement qu'on ait une explication. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? À nouveau, exemple, domaine médical. Si votre IA ne vous explique pas pourquoi elle fait tel diagnostic, pourquoi est-ce qu'il faut opérer monsieur ou madame, vous allez vous poser des questions, quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle Explainable AI ou XIA. Donc ça, c'est également une tendance forte. Il va falloir qu'on comprenne mieux comment elles arrivent au résultat où elles arrivent. L'application médicale sécurité. Alors les LLM, il y en a toute une série. Tout le monde connaît ChatGPT. Il y a eu quelques big players comme Meta, Facebook qui ont sorti des modèles open source. Il y en a qui des closed source, il y a des open source, il y a Anthropic, Claude, enfin il y a Mistral, il y a des IA européennes, etc. L'AMA de Meta est vraiment dans le top de la classe, à rattraper avec de l'open source du propriétaire. Donc c'est aussi bien, voire mieux sur certains critères, voire un petit peu moins bien que le state of the art que reste ChatGPT dans ces dernières versions. Et donc il y a un zoo, c'est un véritable zoo. Hein. Oui, vous avez compris que ça s'appelle des lamas parce que c'est une sorte de jeu de mots sur LLM. Bien joué Meta, mais il y en a vraiment toute une série qui sont optimisées pour certaines tâches, pour la vidéo, pour le texte, certaines sont dédiées au médical, elles ont avalé les millions de pages de PubMed et elles peuvent vous faire des diagnostics, donc il y a vraiment tout un zoo, et donc elles ont plein de différences, donc on ne peut pas dire la meilleure c'est celle-là, non, la meilleure pour tel type d'application c'est celle-là, si on garde le critère de vitesse, donc il y a toutes sortes de benchmarks qui apparaissent pour les évaluer. Donc l'importance de choisir le bon outil, hein, pas utiliser un canon pour tuer une mouche, un cheval si vous avez besoin d'un lama. Voilà, choisir quelque chose d'adapté à ses besoins, c'est classique dans toutes les gestions de projet. Un point que je voudrais souligner, c'est l'évolution des métiers autour de l'IA. Qu'est-ce que ça change? C'est difficile à résumer évidemment, parce que ça va avoir de l'impact pour des années, mais de manière très synthétique, on peut dire que ça va avoir un changement sur les gens, sur leur formation personnelle. On va vouloir s'améliorer soi-même dans son métier, gagner en temps, en qualité, en efficience. Si par contre on regarde avec une casquette entreprise, contexte entreprise, là on va vouloir sans doute construire son propre ChatGPT, son propre LLM pour résoudre des problèmes internes à l'entreprise, de circulation d'informations, en résolvant au passage les questions d'hallucination, de privacy, etc. Donc c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Perspective personnelle, on va utiliser les outils existants. Là, il faut se former à ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est-à-dire comment bien parler à l'IA, lui être spécifique dans ce qu'on lui demande. Oui, alors, micro-page de pub dans les AI Black Belt qu'on est en train de relancer, on va proposer quelque chose sous forme d'une Yellow Belt, ceinture jaune. Contexte entreprise, c'est ce que j'ai expliqué sur construire sa propre IA dédiée. Les deux orateurs suivants vont en parler bien davantage. Moi, j'étais juste en intro. Donc, quelque part, ce que je vois venir, c'est dans le paysage, c'est un nouvel acteur
comment est-ce qu'on va l'appeler, il y a eu les boîtes de développement web, etc. Mais il y a sans doute le studio de développement LLM est sans doute un nouvel acteur qui est en train d'apparaître. En tout cas, c'est le genre de choses qu'on creuse avec Renaud au sein d'Accelerate AI, qui va s'occuper de comprendre votre problème en tant qu'entreprise, prendre le contexte, les contraintes, est-ce que la privacy est importante, le risque d'hallucination, choisir les outils. La main Mistral, j'ai quand même mentionné un autre que la main est clairement dans, est clairement dans le top of the game, gérer les données, etc. Donc voilà, ça c'était l'introduction. Pour la suite, on va parler de l'outil, Lama de Meta avec Jérémy, et puis on aura Renaud qui va nous parler de recettes. Attention, j'espère que parce que lui, c'est un vrai geek, quoi. Moi, je fais de la vulgarisation. Lui, va rentrer un peu plus sous le capot. Mais ça va être passionnant. Et je pense que c'est un grand changement dans ce qui arrive dans les années qui viennent en termes d'IA. Voilà, merci à vous. Top, merci Roald. Avez-vous des questions pour Roald? Bonjour, je me suis laissé hier dans un article que je n'ai pas retrouvé que Chat aurait démarré sur un coefficient 27. En fait, elle se serait mise en route toute seule. Ce qui expliquerait en fait qu'elle se soit répandue dans le monde entier sans que soit pris la précaution d'un abonnement comme c'était tradition sur les... Vous avez entendu parler de quelque chose comme ça? Donc à force d'essais-erreurs, oui. Et sur un coefficient mathématique de 27, elle s'est mise en route. J'ai trouvé ça aux États-Unis. Non, ça me dit... Pas d'infos? Non, ça me dit rien. Ça me dit rien. J'y arrivais. Mais par contre, le coup de génie d'OpenAI, c'est d'avoir amené le chat. Hein. GPT existait déjà avant, GPT-1, GPT-2, GPT-3. Et puis ils se sont dit, tiens, et donc on pouvait déjà utiliser ces outils-là pour faire un résumé de texte, une traduction de texte, etc. Puis à un moment, ils se sont dit, tiens, si on mettait une fonction de chat, là, il a fallu rajouter une couche, un garde-fou, enfin, toutes sortes de garde-fous, entre autres avec ce qu'on appelle RLHF, Reinforcement Learning Human Feedback, pour discipliner un peu ces IA. Sinon, vous commencez à... Il y a eu des expériences précédentes de Microsoft avec Tay, si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années. Donc c'est une IA, comme les IA se nourrissent de l'exemple qu'on leur donne, si on leur donne le mauvais exemple, elles deviennent très mauvaises. Donc dans le cas de Tay, c'était le robot, les gens avaient trollé, avaient dit tiens, Hitler est quelqu'un de bien, etc. Donc cette IA était devenue nazie et raciste en moins d'une journée, quoi. Donc il y a toutes sortes d'effets auxquels il faut faire attention. Les IA actuelles se nourrissent des exemples qu'on leur donne, donc on doit être très attentif à ce qu'on donne comme exemple. Il faut leur donner le bon exemple, c'est comme avec les enfants. Ouais. Oui, mais à la différence de, comme tu l'as dit, le GPT, c'est un pre-trained. Ouais. Celui-là, il n'est pas entraîné en temps réel. Non, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, c'est juste pour nuancer un petit peu. Yes. Sans plus de références, j'avais entendu aussi que d'ici quelques années, en fait, une grande proportion du contenu disponible sur Internet aura été généré par des IA et non plus par des humains. Oui. D'ailleurs, vous commencez sans doute déjà à le voir. Hein. Si vous voyez sur LinkedIn, il y a des posts avec un peu de flair. On finit par reconnaître, tiens, ils sont trop complets. Mon pote là, il écrit pas d'habitude pas de manière aussi complète. Donc, oui, il va y avoir énormément de contenu. Il y a dans plein de domaines, comme vous avez compris que les foundation models peuvent s'appliquer dans toutes sortes de domaines. Il y a des gens qui créent des morceaux de musique et qui créent des tubes avec des artistes qui n'existent pas. J'en ai rencontré un créateur qui fait des tubes de hard rock. Il a 70 000 followers. Il n'a jamais touché un instrument de musique. Il fait juste des prompts pour dire « crée-moi un morceau dans le style de Metallica qui parle de ça, etc. » Donc il risque d'y avoir une invasion de ces contenus-là. Donc c'est difficile à prédire. Ce qui pose aussi un autre problème, c'est comme les IA sont entraînées avec l'information qu'on trouve, qui doit être sélectionnée, quand l'IA, donc oui c'est ça, il y a un côté à s'auto-nourrir qui va certainement pas améliorer la qualité, quoi. Déjà la qualité de ce qui est produit par les humains, il faut y regarder de près entre des sources de qualité et des trolls et des fake news, on doit y regarder de près. Mais quand on arrive aux limites déjà de ce qu'on peut donner, les IA, les versions actuelles, ou dans un avenir proche, le GPT-5 aura déjà utilisé à peu près tout le web existant, quoi. Donc comment les rendre plus malines C'est pour ça qu'ils vont utiliser d'ailleurs des données synthétiques pour entraîner le prochain modèle. Les données synthétiques, c'est très bien dans certains cas de figure. Par exemple, pour apprendre un robot à marcher, vous synthétisez un robot et vous le faites marcher, il va tomber, etc. Donc il va pouvoir générer toutes sortes de scénarios possibles et va s'auto-entraîner sur base de toutes sortes de scénarios possibles. Ça, c'est un très bon usage. Pour le texte, ça ouvre plein de sujets
éthique, évidemment, c'est super important. Les questions de copyright sur les images, hein, plein d'artistes se sont plaints, se sont dit, tiens, vous pouvez demander des images dans le style de Dali et de Picasso, et le truc va vous sortir des images dans le style de Dali et de Picasso, donc les héritiers, les ayants droit de ces personnes-là vont dire, attendez, c'est du plagiat, etc. quoi. En même temps, c'est contestable parce que les humains font ça aussi. Vous allez à Saint-Luc, il y a aussi des élèves qui peuvent faire dans le style de ou inspiré par Picasso ou Picasso et Miro et vous faire quelque chose. Donc, il y a moyen de philosopher et de discuter sur ces sujets-là assez longtemps. Ce qu'on fera après. Voilà. Ok, super. Merci Roel. Je vous propose d'accueillir Jérémy Zegers. Merci Jérémy pour l'introduction, vous m'entendez bien? Oui. Peut-être un petit mot d'introduction rapidement. Donc moi mon rôle, je travaille chez Meta, je suis en anglais le Public Policy Manager, que j'essaie de traduire péniblement en français par chargé des affaires publiques de Meta. Mais en gros je suis un peu l'ambassadeur de Meta en Belgique si vous voulez, mais spécialement je travaille plutôt d'habitude avec le monde politique au sens large, donc je suis un peu un lobbyiste si vous voulez. Mais de temps en temps je sors de ma bulle et je vais un peu au contact des entrepreneurs, des gens, pour parler de nouvelles technologies, des nouvelles choses que l'on met en place, ce qui est toujours assez enthousiasmant aussi, donc je suis assez content d'être ici, merci pour l'invitation. Donc, peut-être en guise d'introduction, quand on pense à Meta, vous pensez probablement d'abord à Facebook, Instagram, WhatsApp, qui sont nos grandes applications phares que j'imagine la plupart d'entre vous utilisez, au moins l'une d'entre elles. Mais c'est beaucoup moins connu. Nous sommes aussi l'un des grands champions mondiaux de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas une nouvelle histoire. En fait, l'intelligence artificielle chez nous remonte à peu près à 2006. Donc Facebook, à l'époque, qui est le premier nom de l'entreprise, a été créé en 2004, donc il y a 20 ans. Et en 2006, on a créé le Facebook Feed. C'est en gros ce que vous voyez, la page d'accueil quand vous allez sur Facebook, c'est ce que vous voyez en premier. Il faut savoir qu'au début, ça n'existait pas. Donc, au tout début, pour savoir ce que vos amis étaient en train de faire, il fallait aller sur leur profil, il fallait taper le nom de votre ami, et alors vous pouvez voir ce qu'il avait posté sur sa page Facebook. Et donc, 2 ans après, on a introduit le Feed, qui est vraiment l'un des produits phares de Facebook, qui commençait à vous présenter ce que vos amis étaient en train de faire. Et non seulement à vous le présenter, mais aussi à vous les sélectionner selon un certain ordre, donc avec des algorithmes, pour essayer de deviner ce qui allait vous intéresser en premier de ce que vos amis avaient publié. Donc ça, c'est déjà une forme d'intelligence artificielle, prédictive, puisqu'elle essaie de prédire ce que vous allez aimer, ce qui va vous intéresser, sur base de vos comportements antérieurs. Donc ça, c'est un peu le début de l'intelligence artificielle chez Meta. Voilà. Et ensuite, on a continué à utiliser cette IA pour faire des recommandations. Aujourd'hui, on ne vous recommande plus seulement ce que vos amis ou ce que vos centres d'intérêt publient, mais aussi on vous présente aussi des pages ou des comptes qui sont en dehors, pour vous montrer des choses que vous ne connaissez pas encore, mais dont on essaie de deviner qu'elles vont vous intéresser. Donc ça, c'est de l'IA. Il y a aussi un autre aspect très important de l'intelligence artificielle, c'est pour la publicité. Donc ça, c'est le slide ici à gauche. Puisque comme vous le savez, le core business, le business model de Meta, ça reste de montrer de la publicité intelligente, publicité ciblée. Donc l'idée, c'est que les pubs que vous voyez ne sont pas celles que vos amis vont voir, c'est des pubs qui sont organisées en fonction de vos centres d'intérêt. Donc, ça, c'est déjà deux grandes raisons pour lesquelles on a développé l'IA. Une troisième, c'est pour la modération du contenu. Puisque, comme vous le savez, il y a tout le monde peut publier ce qu'ils veulent sur Facebook ou Instagram, y compris parfois des discours qui peuvent être soit illégaux, soit indésirables, comme des discours de haine, par exemple. Il y a quelques années, il y avait beaucoup de débats sur justement la modération des contenus. Aujourd'hui, si vous en entendez beaucoup moins parler, c'est parce que grâce à l'IA, nous avons été capables d'éradiquer en grande partie les contenus qui sont vraiment choquants, comme par exemple du contenu pornographique ou du contenu violent, terroriste, des discours de haine, etc. Toutes des choses qu'on ne veut pas voir sur notre plateforme, mais qui dans beaucoup de pays en plus sont illégales. Maintenant, vous ne les voyez même pas parce que l'IA les repère et les retire avant même que vous ayez le temps de les voir. Donc c'est devenu assez extraordinairement efficace. Mais tout ça, c'est le résultat de développements qui ont commencé déjà il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Là, vous voyez un peu le développement, donc je vais parler du feed. En 2013, c'est vraiment le grand tournant. On a lancé FAIR, donc qui à la base voulait dire Facebook AI Research. Maintenant, le F, vu qu'on ne s'appelle plus Facebook mais Meta, le F veut dire Fundamental AI Research.
Nous avons Yann Lequin qui est à la tête de ce laboratoire, qui est basé à Paris. Yann Lequin, pour vous dire, c'est un peu l'une des rockstars de l'IA dans le monde. C'est l'un des grands pères fondateurs du deep learning et d'autres technologies. C'est vraiment un peu l'un des Albert Einstein, si vous voulez, de l'IA. On a la grande chance de l'avoir qui travaille pour nous. Mais l'une des raisons pour lesquelles il a accepté de travailler chez nous, c'est parce qu'on lui a promis d'abord des budgets pharaoniques, mais je vous donnerai les chiffres après, vous allez voir. Mais aussi, on lui a promis tout serait open source. Donc tout ce que vous pouviez, toute la recherche, tous les articles sont publiés, tout sera partagé et les modèles, dans la mesure du possible, on les partagera aussi. Donc c'est un peu le point de départ. Il faut savoir que c'est quelque chose qui attire beaucoup les chercheurs. Les chercheurs aiment bien faire avancer la recherche, ils aiment bien faire avancer vraiment il y a une forme d'altruisme, si vous voulez, dans ce domaine. Et donc voilà, donc, Mark Zuckerberg lui a dit, OK, je te donne une carte blanche, tu auras tout l'argent que tu veux et tout sera open source. Donc c'est vraiment le début. Et quelques années après, ils ont lancé PyTorch, qui n'est pas très connu du grand public. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment une application qui est destinée à être utilisée par le public, mais c'est plutôt une infrastructure qui sert à construire d'autres IA. Donc c'est un peu, si vous voulez, comme des machines-outils. Ce n'est pas quelque chose que le consommateur ne verra jamais, mais ça a permis quand même de booster tout le champ, tout le domaine. Donc l'une des raisons pour lesquelles maintenant on a cette déferlante ChatGPT, les IA génératives, c'est en grande partie grâce à PyTorch, qui a été lancé il y a quelques années, qui était déjà aussi open source. Et ensuite, pour nous, le grand changement, donc, c'est arrivé avec, d'ailleurs, ça c'est la petite slide pour PyTorch. Voilà. Et ensuite, on a lancé donc en 2022 nos premiers LLM, donc Large Language Models. Donc le premier s'appelait OPT175B, ce qui n'est pas très catchy. Mais ensuite, donc c'est en 2022, donc c'est assez récent. Et déjà, celui-ci était disponible pour les chercheurs uniquement. Donc il n'était pas disponible pour monsieur et madame tout le monde. Mais il était quand même déjà disponible gratuitement pour les chercheurs. Ensuite, on a lancé Llama 1. Donc Llama, c'est donc un petit jeu de mots. En fait, c'est Large Language Model Meta AI. Donc c'est un petit acronyme créatif. On n'a pas doublé le M, mais enfin bon, peu importe. Vous voyez l'idée. Dans une petite peluche Llama sur mon bureau, c'est assez mignon. Et donc Llama 1 aussi, c'était disponible uniquement pour les chercheurs. Et après Llama 2, donc en 2023, vraiment une décision historique qu'on a prise, c'était de le rendre en open source de manière absolue, générale. Pour être précis, ce n'est pas vraiment une open source en strict du terme, parce que les données sur lesquelles le modèle est enregistré restent privatives, mais on donne quand même accès au code, on donne accès au poids du modèle, on permet quand même aux gens d'avoir vraiment accès à tout le programme. Et on demande juste aux gens de signer une licence qui est gratuite, mais on demande juste aux gens de s'engager à ne pas faire des choses horribles avec le modèle, comme construire des bombes ou ce genre de choses. Voilà. Donc, cette année-ci, on a lancé Llama 3. Et donc Llama 3, là, je vous montre un peu des détails sur Llama 3. Ce qui est historique avec Llama 3, c'est que c'est le premier modèle open source dont la puissance est équivalente à ceux des modèles fermés. Donc Llama 3 est à peu près aussi puissant que GPT-4. Alors, pour donner quelques idées du chiffre, donc les paramètres, donc toute cette technologie fonctionne sur ce qu'on appelle des neurones artificiels. Donc ce sont des petites nodes qui calculent et qui sont reliés entre eux par ce qu'on appelle des paramètres. Donc, si vous voulez, le nombre de paramètres, c'est le nombre de connexions qu'il y a entre les neurones. Donc, ça donne un peu une idée de la taille du cerveau. Donc, Llama 3 est disponible en plusieurs versions. La plus grande, c'est 400B. B, c'est pour billion, ça veut dire milliard. Donc, il y a 400 milliards de paramètres dans ce modèle, ce qui est en fait l'un des plus gros modèles disponibles dans le monde. Pre-train, donc ça vous donne le nombre de tokens. Alors, un token, ça veut dire simplement, c'est ce avec quoi on entraîne les IA. Donc, un token, ça peut être un mot. Mais c'est aussi des associations de mots. Donc une phrase peut être un token aussi. Une langue a en général entre 10 000 et 100 000 mots. Donc il y a plusieurs langues sur lesquelles Llama a été entraîné. Mais donc si vous faites avec ça, vous avez juste au pire quelques millions de mots. Là, vous avez 15 trillions, c'est-à-dire 15 000 milliards de tokens. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre incalculable, enfin, presque incalculable, de phrases qui ont été utilisées pour entraîner Llama. En gros, si vous voulez, c'est toutes les phrases qui n'ont jamais été imaginées dans toutes les langues du monde sont dans Llama. Et le context length, c'est WCAG, c'est le nombre de tokens qu'on peut utiliser pour taper des prompts ou pour avoir des réponses. Donc si vous voulez, c'est la taille des inputs, mais aussi la taille des outputs. Voilà, donc tout ça pour dire, donc ce sont des chiffres évidemment astronomiques, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le premier modèle de frontière qui est disponible en open source, c'est-à-dire gratuitement. Et c'est
Et c'est un carton complet, puisque donc depuis qu'on a mis Llama 1 en open source, tous les modèles Llama mis ensemble ont déjà été téléchargés 350 millions de fois. Et vous allez voir là, un exemple après moi de quelqu'un qui l'a fait et qui a utilisé Llama justement pour faire je ne sais pas encore quoi, mais je vais le découvrir. Et voilà. Et on a déjà eu 16 000 modèles qui ont été créés dérivés de Llama. Et ça, je rebondis un peu sur ce qui a été dit avant. Donc, il faut savoir qu'un modèle, c'est vraiment, si vous voulez, c'est un moteur, c'est un peu une base, c'est une matrice, si vous voulez, mais après, chacun peut utiliser un modèle, le fine-tuner, l'entraîner sur base de données qui sont privatives, et créer un nouveau modèle sur base de ça. Donc, au début de cette année, on avait déjà 16 000 modèles qui ont été créés. Notre vision, ce n'est pas qu'il y aura un modèle qui va être utilisé par tout le monde, c'est plutôt qu'il va y avoir un nombre très impressionnant de modèles, peut-être un jour même un modèle personnalisé pour chaque personne. Mais donc, il n'y aura pas juste une intelligence artificielle, on pense qu'il y en aura beaucoup d'intelligence artificielle. Et alors, un petit en passant rapidement, on a aussi un autre modèle sur lequel on travaille qui s'appelle EMU. Donc, EMU, donc ça veut dire émeu en français. Donc, c'est une espèce d'autruche native d'Australie. Mais ce n'est pas encore disponible, mais ça le sera prochainement. Et donc, le EMU fait spécialement des vidéos. Donc là, vous avez un petit clip d'un EMU, justement. Alors, je vous parlais de l'open source. Donc, ça, c'est vraiment... comment dire, c'est vraiment l'une des choses qui différencie Meta d'autres concurrents, comme par exemple OpenAI. Alors c'est un peu ironique, puisque OpenAI, on pourrait dire c'est ouvert, on distribue. Mais non, OpenAI, c'est vraiment un modèle où vous n'avez pas accès au modèle directement, vous avez une API pour pouvoir l'utiliser à votre sauce, mais vous n'avez jamais accès vraiment à la machine telle qu'elle se trouve sous le capot. Nous, on donne l'accès à la machine et les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça, me direz-vous? Et que aussi, bon, il faut dire qu'il y a un gradient aussi, entre l'ouverture pure jusqu'à la fermeture pure. Donc, même notre modèle, il n'est pas en open source absolu, puisque comme je l'ai dit, on doit, pour diverses raisons, on ne donne pas accès aux données sur lesquelles on a entraîné les modèles, qui de toute façon représentent des milliards et des milliards de pages. Mais par contre, on donne quand même accès à tout le modèle, y compris les poids qui permettent de fine-tuner les neurones. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? En gros, on pense que, de manière générale, l'Internet a été construit sur une approche qui est coopérative. Donc, le web a été créé en open source. L'un des arguments de faire ça de cette manière-là, c'est de dire que si on fait open source, d'abord, c'est plus transparent. Donc, s'il y a des failles dans une IA, par exemple, il y a plus de chances que quelqu'un va le repérer. Donc, si vous voulez, c'est un peu une façon d'avoir du feedback. C'est un peu l'idée qu'il y a plus de cerveaux, enfin plus de savoir dans beaucoup de cerveaux que dans un seul. Donc, si vous donnez accès à un modèle à des milliers de chercheurs, à des milliers d'entreprises, à des milliers d'experts aussi en cybersécurité, tous ces gens vont pouvoir éventuellement découvrir des failles, trouver des solutions, les partager. Et donc, c'est le modèle dans son entièreté qui est renforcé. Et bien sûr, nous pouvons aussi avoir accès au renforcement du modèle qui en découle. Donc, c'est une façon de faire avancer la recherche ensemble. Il y a aussi un avantage pour les entrepreneurs, c'est que si le modèle est open source, vous avez vraiment accès au moteur en tant que tel, vous pouvez le bidouiller comme vous voulez. Si vous utilisez un modèle via un API, vous êtes dépendant de la boîte. Donc, par exemple, si vous utilisez GPT pour créer votre propre produit, si un jour GPT dit bon, on arrête d'utiliser GPT-4, maintenant on fait GPT-5, vous êtes un peu le bec dans l'eau, vous devez tout recommencer. Ici, vous prenez Llama 3, vous avez Llama 3, vous en faites ce que vous voulez pour aussi longtemps que vous en voulez. Aussi, ça veut dire que vous ne devez pas nous envoyer les données que vous avez pour entraîner Llama 3. Pour faire votre propre modèle, par exemple. Si vous êtes, par exemple, un hôpital et que vous voulez utiliser les données de votre hôpital pour créer un produit pour les patients d'hôpital ou pour les médecins, il y a des données sensibles qui doivent entrer là-dedans, vous ne devez pas nous les donner. Vous avez le modèle, donc vous pouvez directement bidouiller quelque chose. Si vous travaillez avec OpenAI, vous devez passer par... il faut qu'il y ait un échange de données avec OpenAI. Donc, il y a différents avantages, mais après, vous me direz, quels sont les avantages pour Meta? Parce que ça, c'est une question que moi-même j'ai posée aux ingénieurs. Je dis, bon, on dépense des sommes faramineuses. D'ailleurs, tant qu'on y est, je vais vous le dire combien on dépense. Cette année-ci, on va dépenser, tenez-vous bien, 40 milliards de dollars pour juste acheter des processeurs pour entraîner, pour créer de nouveaux modèles. Pour vous donner une idée, c'est 10 fois le budget de l'armée belge. C'est l'équivalent de toutes nos dépenses de soins de santé en Belgique. Ce sont des sommes absolument astronomiques. Et donc, on investit ces sommes faramineuses et après, on en fait cadeau au monde entier. Bon, alors, en tant qu'employé de Meta, j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on fait ça.
parce que je suis un petit actionnaire de Meta. Quand vous travaillez pour une boîte, vous me donnez des petites actions, je me sens très investi là-dedans. Je dis, mais c'est quoi la logique derrière? Donc il y a une logique. Donc la première, comme j'ai dit, comme c'est collaboratif, on récupère quand même aussi du savoir. Donc puisqu'il y a d'autres personnes qui vont faire avancer tout le champ d'études, ces gens aussi renforcer notre modèle. Donc quelque part, il y a quand même un donnant-donnant. Il faut dire aussi que ça nous permet de recruter les meilleurs talents de par le monde, comme Yann Lequin, mais quand on dit tout ce que vous faites, c'est être open source, ça nous permet aussi d'attirer les personnes les plus brillantes. On pense aussi que ça augmente la sécurité des modèles, pour les raisons que j'expliquais. Et aussi, il faut savoir que ce n'est pas pour autant que cela nous empêchera après de créer nos propres produits. Parce qu'un modèle comme Llama, c'est vraiment une matrice. Ce n'est pas un produit fini, c'est quelque chose qui vous permet de faire plein de produits après. Et rien ne nous empêche, nous, de faire nos propres produits, que là, par contre, on commercialisera ou qu'on utilisera sur notre plateforme. Donc, je ne vais pas vous donner trop d'exemples d'utilisation de Llama, parce que vous allez en entendre un juste après moi. Mais là, c'est déjà des exemples. Le gouvernement français l'utilise pour résumer des lois. En Norvège et aussi pour une entreprise, là, c'est plutôt des chatbots pour le service client qui sont déjà utilisés. Mais je vais passer rapidement là-dessus. Ceci dit, on a aussi, je pourrais faire toute une présentation sur l'approche responsable de Meta sur l'IA, mais bon, je passe. Mais pour vous dire, on ne lâche pas juste un modèle comme ça dans la nature sans avoir déjà fait quand même quelques investissements pour la sécurité. Donc il y a par exemple ce qu'on appelle le red teaming, c'est peut-être une expression que vous avez entendue dans les cadres des débats sur l'IA. C'est-à-dire qu'en gros, des employés de Meta, d'ailleurs une fois je me suis prêté au jeu, c'est assez marrant, jouent un peu le rôle de mauvaises personnes, des personnes mal intentionnées, qui essayent donc d'utiliser des prompts pour demander à l'IA de faire des choses méchantes, comme par exemple dis-moi comment construire une bombe ou montre-moi une image raciste, enfin, vous voyez, toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Et donc c'est une façon d'entraîner l'IA pour soit pour entraîner l'IA et pour dire attention, si on te demande de faire ça, ne le fais pas. Voilà, bon, en très résumé. Hein. Mais il y a d'autres choses qu'on fait aussi, mais on ne lâche pas juste une IA comme ça dans la nature. Et aussi, de toute façon, les personnes qui téléchargent Llama s'engagent aussi à respecter tout un petit bouquin sur comment utiliser Llama de manière responsable. Mais bon, après, la responsabilité est partagée aussi, puisqu'on ne peut pas contrôler après ce que les gens vont faire de notre IA. Alors, une autre chose aussi qu'on peut faire pour mitiger les risques, c'est aussi de la transparence. Donc maintenant, sur les plateformes Facebook, donc Instagram, Facebook, Threads, etc., on va faire en sorte qu'une image qui est générée par de l'IA soit indiquée comme étant générée par de l'IA, pour que les gens quand même aient conscience de ce qui est réel et de ce qui est faux. Et alors après, donc, je vais parler du fait qu'on allait avoir des produits en Europe. Enfin, des produits, pardon, que Meta a lancé ses propres produits construits sur Llama 3. Donc, on en a un qui s'appelle Meta AI, qui est un peu notre chat GPT à nous, si vous voulez. Donc, c'est vraiment un chatbot pour faire toutes les choses qu'on peut faire avec ce type d'IA. Donc, on peut lui demander, on peut lui donner tout un morceau de texte et lui dire résume-moi ça. On peut lui demander, poser plein de questions, on peut faire des recherches. Donc, c'est disponible sur PC. Là, vous avez un exemple. Voilà, donc c'est l'utilisation classique. Donc, vous tapez des prompts et vous avez des réponses. Mais aussi, on le déploie sur nos applications. Donc, par exemple, ici, là, vous avez un exemple dans, je crois, Messenger. Enfin bon, mais donc ça va être disponible aussi sur Facebook, sur Instagram. Ici, par exemple, vous avez un exemple où là, c'est dans le feed Facebook. Vous voyez en dessous, vous voyez une application, vous avez des propositions de questions. Donc, par exemple, vous voyez une vidéo. L'IA va vous dire, tiens, est-ce que vous voulez savoir plus sur comment jouer du piano, par exemple? Et alors, l'IA va vous donner plein d'informations, va vous suggérer de creuser plus loin par rapport à du contenu que vous voyez sur Facebook. Un autre exemple, c'est ici, on est dans WhatsApp. Donc, vous pouvez utiliser la fonction Imagine pour lui demander de créer des nouvelles images. Et vous pouvez le faire directement dans le texte. Donc, c'est hyper facile. C'est vraiment imbriqué dans les différentes applications. Alors, c'est pas tout. On a aussi ça dans nos Smart Glasses, nos Ray-Ban. Donc là, il y a un lien avec le développement qu'on fait dans le métavers. Donc, c'est l'idée vraiment de quitter juste la forme smartphone ou la forme PC, d'avoir une autre forme d'accès, si vous voulez, à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est quelque chose qui se déjà et qui cartonne d'ailleurs. Ces Ray-Ban sont devenus un gros succès commercial aux États-Unis, par exemple. Donc, vous voyez, ce sont des lunettes qui ont des caméras intégrées. Mais maintenant, avec l'IA, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez montrer des images
à la caméra et vous pouvez parler à vos lunettes et dire tiens, dis-moi, raconte-moi ce que c'est. Donc imaginons, j'aurais pu avoir mes Ray-Ban ici, j'aurais pu arriver devant la grande poste et j'ai dit tiens, il est beau ce bâtiment Metaya, dis-moi qu'est-ce que tu peux me dire sur ce bâtiment. Et là, on m'a dit ce bâtiment s'appelle la Grande Poste. À l'origine, c'était, j'imagine que c'est la Poste de Liège. Je n'ai pas demandé à Metaya, mais bon, je devine. Et après, il pourrait faire tout l'historique du bâtiment, me lire la page Wikipédia, etc. Donc c'est vraiment une intégration multimodale entre les caméras et l'intelligence artificielle. Et ça existe déjà aux États-Unis, mais tout ce que j'explique existe déjà. Mais si vous êtes en Europe, voici ce que vous allez avoir. Donc ça, c'est littéralement ce que j'ai tapé hier. J'essaie d'accéder à la page Meta AI depuis mon PC. Ce n'est pas disponible dans l'Union européenne. Pourquoi ? À cause de la réglementation européenne. En particulier de la réglementation européenne sur le RGPD. Donc c'est le règlement général sur la protection des données. Notre contrôleur, vous savez, nous sommes basés en Irlande, donc notre contrôleur, c'est le contrôleur irlandais, notre autorité de protection des données. Ils nous ont ordonné d'arrêter d'entraîner nos IA en Europe avec des données publiques, qui étaient sur nos plateformes Facebook, Instagram. Donc pas les données privées, pas les messages, juste les données que les gens avaient publiées de manière publique sur ces plateformes. On nous a demandé de ne plus les utiliser, ce qui veut dire qu'on ne peut plus entraîner une IA avec des informations qui sont pertinentes pour les Européens. Ce qui veut dire qu'on peut, et donc on a estimé dans ces conditions qu'on ne pouvait pas la sortir en Europe, parce que l'IA doit se nourrir de plein de données pour pouvoir après avoir, par exemple, utiliser des langues européennes qui ne sont pas forcément autres que l'anglais. Donc, suite à ça, nous avons été obligés d'arrêter. Et donc, tout ce que je vous ai montré, et y compris donc, que ce soit EMU, que ce soit les successeurs de Llama, que ce soit tous les produits que je vous ai montrés, pour le moment, ne pourront pas sortir en Europe tant qu'on n'a pas cette permission. À tel point que Mark Zuckerberg et aussi le CEO de Spotify ont d'ailleurs publié une tribune dans le journal The Economist, que vous pouvez d'ailleurs lire aussi sur le site de Meta si vous voulez. Pour justement alerter le fait que l'Europe risque réellement d'être à la traîne sur l'IA en raison d'une surréglementation. On a aussi des problèmes avec le AI Act qui a créé beaucoup d'incertitudes, qui a été adopté, qui a été négocié à la fin de l'année dernière, vraiment peut-être au pic du hype sur l'IA et aussi peut-être des craintes qui ont été faites. Donc une réglementation qui crée beaucoup d'incertitudes, mais aussi on a des problèmes avec, non pas avec le RGPD en tant que tel, parce qu'on n'a pas de problème avec les principes de ce texte, mais plutôt avec la façon dont c'est appliqué par les différentes autorités de contrôle en Europe, qui ont une attitude extrêmement conservatrice. Enfin bon, je ne vais pas aller trop dans le détail avec ça, mais voilà, tout ça pour dire que je suis désolé, mais vous n'aurez pas encore accès à ces beaux produits tout de suite. Mais heureusement, Llama 3 est encore disponible au téléchargement et donc mon successeur va pouvoir vous donner un exemple de ce qu'on peut en faire. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Je suis laissé un peu sur un downer, Jean-Marc. J'aurais dû finir sur un truc plus positif. Mais bon. Là, peut-être que vos questions vont un peu remonter le... Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tester les lunettes Ray-Ban ? J'ai déjà vu au bureau, j'ai déjà fait des démos, je ne les ai pas sur le pitch, mais j'ai vu des collègues jouer avec. Ouais. Et c'est assez impressionnant. Mais bureau en Europe, du coup ? Alors, c'était au bureau ici à Bruxelles, mais donc, oui, nous on a accès. Moi j'ai accès à tout ce que je vous ai montré, c'est sur mon téléphone, mais bon, on est 25 en Belgique à pouvoir jouer avec ces outils parce que on a des applications directement de Meta, mais bon voilà. Et tu as les lunettes Ray-Ban sur toi ? Je n'ai pas les lunettes Ray-Ban sur moi, non, je suis désolé. Ok, dommage. Mais, si tu veux, tu peux passer au bureau et je te ferai une démo. Ok, avec grand plaisir. Ah, et une question ? Rien de contagieux. Voilà, au début, vous parliez du fait que les IA pouvaient servir notamment sur Facebook de modérateurs. Mais, alors deux questions. La première, c'est que l'IA est un modérateur, mais elle est entraînée par des gens qui ont une certaine culture. Par exemple, moi j'ai le souvenir de photos où il y avait des seins nus qui apparaissaient et tout de suite celles-là, elles étaient backées de Facebook en moins de 3 secondes et demie, alors que des photos de parents qui frappent leurs enfants et tout ça mettaient beaucoup plus de temps à être retirées ou même pas du tout. Ce qui était beaucoup plus choquant pour des Européens, je veux dire, qu'une paire de nibards. Hein. Donc, parce que le modérateur était principalement, Facebook étant américain, c'était la culture américaine qui primait. Est-ce qu'avec l'IA, cette modération-là
peut être influencé par la culture du lieu où va s'appliquer l'IA. Par exemple, un modérateur à l'européenne, un modérateur à la russe qui empêcherait tous les trucs homosexuels et compagnie. Est-ce que ce n'est pas un risque? Enfin, voilà, je pose la question. Et deuxièmement, quant à l'entraînement de l'IA, est-ce qu'il ne risque pas... Bon, vous dites que vous avez joué à faire le méchant sur Facebook, sur l'IA. Est-ce que... enfin, je pense notamment à pour les essais de médicaments, par exemple, où il y a un problème quant à la posologie de certains médicaments, parce que c'est beaucoup de jeunes hommes mâles blancs qui servent de cobayes, et du coup il y a des ethnies ou même les femmes et tout ça, en fait les posologies ne leur correspondent pas. Donc est-ce que les gens qui entraînent l'IA, voilà, est-ce qu'on pense à ça, au fait de ne pas être autocentré sur une culture, un sexe Ouais. Non, c'est une très bonne question. Sur la modération, donc, on a quand même un principe, c'est qu'on veut que nos règles soient les mêmes partout dans le monde. C'est une des raisons pour lesquelles parfois des cas limites, effectivement, les seins nus étant typiquement un bon exemple de choses qui sont acceptées en Europe, mais pas forcément en Inde ou aux États-Unis. J'imagine Philippe Catherine aux Jeux Olympiques. Voilà. Mais on a quand même, j'ai déjà eu affaire à quelques cas célèbres, notamment un musée au stand où il y avait des statues. Pendant longtemps, nos IA avaient du mal à reconnaître les différences entre les statues et les vrais humains. Alors parfois, il y avait des statues à poil qui étaient censurées, ça faisait toujours beaucoup d'échous gras de la presse. En fait, déjà, notre modération n'est pas uniquement sur l'IA. Il faut savoir que l'IA sert un peu à faire le premier tri. En fait, on appelle ça des classificateurs. Si je traduis du français correctement. Ou des classeurs, je sais pas. Enfin bon, et donc ce sont des logiciels qui analysent tout le contenu qui est uploadé sur Facebook, Instagram, qu'ils mettent en 3 catégories. Donc soit ça passe, il n'y a pas de problème, soit on est sûr à 100% ou à 99% que ça viole nos règles et on le retire préventivement, soit c'est entre les deux, alors ça va faire un modérateur humain. Et donc il y a quand même beaucoup de cas limites qui finissent par atterrir quand même devant le jugement d'un modérateur humain qui a forcément plus de contexte. Il faut savoir aussi qu'on a quand même, ces gens-là sont encadrés par des personnes qui sont responsables pour différents pays, qui donc connaissent encore mieux le contexte, peuvent aussi donner des instructions aux modérateurs pour justement leur dire, en Europe, on considère que les nichons, ça va, donc ce n'est pas une violation de nos règles. Donc voilà, donc il y a quand même des inputs humains, ce n'est pas que les machines, mais aussi on utilise tous ces inputs pour après entraîner justement nos IA et pour leur permettre d'être de plus en plus fines. Donc c'est pour ça que les cas comme les statues qui sont prises pour des humains, ça devient de plus en plus rare. Et au fur et à mesure du temps, ça s'affine. Donc voilà, donc en fait, c'est un peu la même réponse pour les santé. Donc en fait, un modèle de langage, comme je les ai présentés, c'est vraiment une matrice. Mais ce n'est jamais que, mais non plus l'échantillon large, mieux les assurons. C'est pour ça qu'on ne voudra plus le lancer à l'avenir en Europe si on n'a pas eu la chance de l'entraîner sur du contenu européen, parce que forcément il y a des réponses auxquelles l'IA ne pourra plus répondre, il y a des phrases ou même des langues qui ne pourront plus être utilisées. Donc c'est absolument essentiel effectivement de brasser le plus large possible. On est déjà à 15 000 milliards de tokens, donc ça va déjà loin, mais il faut vraiment le ratisser le plus large pour que l'IA ait la meilleure bibliothèque en tête. Mais après, le but, c'est quand même qu'il n'y ait pas qu'une seule IA, mais qu'il y en ait plusieurs. Donc, pour des utilisations plus précises, la médecine, par exemple, le but après, c'est qu'il y ait des données plus précises. Si, par exemple, quelqu'un fait de la recherche sur une maladie rare, une maladie qui ne touche qu'un groupe ethnique, par exemple, ou qui touche plus les femmes, l'idée, c'est de mettre ces inputs-là dans la machine. Il y a un grand principe qui vaut dans beaucoup de domaines. C'est, en gros, si vous mettez du garbage in, vous avez du garbage out. Vous voyez, donc ce que vous mettez à l'intérieur, si vous mettez des data de bonne qualité à l'intérieur, vous aurez quelque chose de bonne qualité à l'extérieur. Un LLM ne fait jamais que remâcher ce que vous lui donnez. Donc si vous lui donnez de bonnes données de qualité qui sont pertinentes par rapport à l'objectif, vous aurez un bon résultat après. Il y a une question là-bas. Alors, vous avez parlé de l'IA Act. Je voulais savoir justement quels sont selon vous les points positifs, les points négatifs de l'IA Act. Alors, l'IA Act, au début, on était plutôt cool avec ça. On a toujours trouvé que c'est un poil prématuré, puisque on réglemente quelque chose qui finalement émerge à peine. Ce qui, pour moi, trahit quand même un peu un réflexe européen d'avoir quelque part une approche craintive de tout et d'imaginer les pires risques avant même d'avoir vu ce que ça peut donner en pratique. Donc il y a ça. Mais au tout début,
l'AI Act avait une approche des risques. C'est-à-dire que ce n'était pas la technologie elle-même qui était réglementée, c'est plutôt les usages qui peuvent en être faits et les risques qui peuvent en découler. Donc, il disait par exemple, en cas d'élection, il faut faire extrêmement attention, il y a des règles en plus à respecter. On ne peut pas utiliser l'IA pour manipuler les élections, par exemple, ou dans le domaine médical, il faut faire attention. Donc, ce n'était pas vraiment l'IA, la recherche en tant que telle, les modèles, si vous voulez, qui étaient réglementés, c'était vraiment les usages qui en étaient faits. Ce qui nous semblait une approche raisonnable. Malheureusement, lorsque l'IA a été négociée à la fin de l'année dernière, c'était vraiment en plein boom ChatGPT, il y avait en plein mode panique. Il y a l'intelligence générative, l'AGI qui va arriver, on va être contrôlé par les robots, c'est de la fin de la démocratie, etc. Et donc malheureusement, dans ce climat un peu fébrile, il y a eu des règles qui ont eu pour vocation à réglementer la technologie elle-même, et certaines règles qui s'appliquent seulement en fonction, qui s'appliquent uniquement aux modèles selon leur taille. Donc on s'est dit, si un modèle devient trop puissant, ça devient une menace en soi, donc il faut réglementer plus. Et en fait, ces limites ont déjà été exposées déjà. En 6 mois, on a déjà dépassé ces limites. Donc maintenant, le moindre modèle qui va sortir va être considéré comme un gros modèle qui doit être soumis à une longue liste de paperasse. Il faut savoir que là, derrière, il y a quand même tout ça était quand même le résultat d'un lobbying contre assez. Nous, évidemment, on défendait l'open source. Donc on a dit, écoutez, les gars, il faut au moins continuer à soutenir ce développement. Il faut laisser la technologie se développer. Il faut pas... Mais il faut savoir que si des entreprises comme OpenAI, je trouve que l'ironie de leur nom ne cessera jamais de me surprendre, mais eux, justement, leur avantage, si vous voulez, c'est de limiter le développement de l'open source, parce que pour eux, c'est une menace commerciale. Et donc, eux, leur jeu, c'était plutôt de dire, ouh là là, les IA, c'est hyper dangereux, il faut réglementer ça à crever. Parce que si vous mettez beaucoup de barrières réglementaires, il n'y a que les grandes entreprises qui peuvent sortir des IA. Et ça, c'est un peu leur business model. Donc, leur business model, c'est de faire en sorte qu'il y ait une capture réglementaire, de mettre tellement de règles que les petites startups ne peuvent pas se lancer et garder une forme de monopole réglementaire sur l'IA. Donc il y a un vrai enjeu politique là derrière. Il faut être très réaliste par rapport à ça, c'est vraiment des luttes de pouvoir. In fine, on pense qu'on va pouvoir vivre avec les Act. On pense qu'à la fin, c'est pas ça qui va forcément empêcher le développement de l'IA en Europe. Mais l'autre problème après, c'est comment est-ce que ça va être appliqué. C'est un peu comme avec le RGPD. Nous, on trouve que le RGPD, c'est très bien. On trouve que tous les principes sont bien équilibrés. Le problème qu'on a avec le RGPD, c'est l'application. Si vous voulez, c'est la structure de gouvernance où, au lieu d'avoir un seul régulateur européen bien équipé et capable de comprendre les enjeux, on a 27 petits régulateurs qui sont souvent staffés par des gens qui ont une vision très étriquée, très juridique, très centrée uniquement sur la vie privée, mais qui passent à côté de tout l'aspect économique, qui donc, selon nous, a une vision un peu trop restrictive, d'où ce qui nous empêche maintenant de sortir des nouvelles IA. Donc voilà, nous, notre vraie crainte, c'est plutôt la structure de gouvernance qui va arriver après. Et est-ce que ça va de nouveau nous mettre des bâtons dans les roues, pas juste à nous, mais à tout le secteur, ou est-ce qu'au contraire, on va avoir quelque chose de plus équilibré? Merci, bonsoir. Comment est-ce que Meta se positionne par rapport à l'émergence des vidéos fake qui apparaissent de plus en plus, notamment qui mettent en jeu, en scène des personnalités du monde politique ou économique? Est-ce qu'il y a déjà une politique par rapport à la censure qui va arriver ou... Oui. Oui, alors c'est assez compliqué parce que c'est ce qu'on appelle désolé, je parle un peu en franglais, mais bon, c'est les impersonations, ce qui en français se traduit par quand on fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Oui, vous comprenez ce que c'est. Donc voilà, c'est un vrai problème. On a beaucoup de problèmes de fraude en ce moment. Donc il y a beaucoup d'acteurs mal intentionnés qui se font passer pour d'autres personnes. Par exemple, on a eu le cas récemment avec Kevin De Bruyne. Il y a des fausses pubs où des malfrats se faisaient passer pour Kevin De Bruyne. En général, c'est souvent en lien avec le crypto ou d'autres choses. Voilà. Donc ce sont des arnaques. Donc évidemment, pour nous, c'est un gros problème. Et donc, on est en train de mettre en place des solutions pour lutter contre ça. Nous, c'est typiquement, on voit ça comme un phénomène un peu comme une course aux armements. C'est-à-dire qu'on met en place des procédures pour essayer de limiter ce genre de contenu, mais après, les malfrats deviennent plus sophistiqués, et donc on doit à chaque fois monter en puissance pour contrer ce type de phénomène. On a connu ça dans beaucoup d'autres domaines aussi, avec aussi la modération du contenu. Donc là-dessus, par exemple, on est en train de développer une technologie de reconnaissance faciale qui permettrait justement de mieux protéger les personnalités contre ce type d'abus. Mais déjà, on est en train d'avoir un pushback de la part des autorités de protection des données qui sont en train de dire « Ah, reconnaissance faciale, il ne faut surtout pas le faire ». Donc on va de nouveau nous empêcher de mettre en place cette technologie qui pourtant nous permettrait de rendre la plateforme plus sûre, parce que de nouveau, on est face à des gens qui sont un peu
un peu des extrémistes, si vous voulez, de la vie privée, mais qui ne voient pas si vous voulez, l'ensemble des enjeux. Donc on va sans doute se retrouver dans une situation similaire. Mais donc il y a des solutions technologiques pour éviter ça. On voit ça comme un vrai problème, parce qu'en plus les gens ne souhaitent pas avoir non plus du contenu de ce type-là. Enfin, puis pour notre image de marque, c'est désastreux. Donc on a tout intérêt à lutter contre. Mais c'est compliqué et une fois de plus, on va peut-être mettre des bâtons dans les roues. Merci. Eh bien, merci Jérémy. Je propose qu'on passe maintenant à Renaud. Renaud, que j'ai eu l'occasion de déjà entendre à un meet-up à Accelerate IA. J'ai appris pas mal de choses, donc j'espère que vous allez en apprendre autant. Je vous propose d'accueillir Renaud. Bonjour, donc je suis Renaud Houquenog. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos des LLM, Large Language Models, dans l'utilisation pour entreprise. Ça va être un peu plus technique. J'ai essayé de vulgariser au mieux. Tout d'abord, je suis Renaud, donc CTO de Corematic, une entreprise qui fait de la vision par ordinateur, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Donc on est une société de service qui va aider les industriels à personnaliser des solutions pour elles. Tout ce qui va être compréhension de l'environnement et faire bouger des choses. Aujourd'hui, je vais vous parler avec une autre casquette, celle du cofondateur et CTO de Accelerate.ai, où on travaille avec de l'intelligence artificielle générative. Et notamment, nous développons une solution pour interagir avec les documents d'entreprise. J'ai une petite note. Accelerate.ai fait partie de l'accélérateur Start-it at CBC, qui se passe à la Grand Poste. Et une nouvelle cohorte va bientôt commencer. Vous pourrez aller parler à Sophie, qui est juste là après, si jamais vous êtes intéressé. Donc, je reviens un peu sur quoi Roald a fini. D'abord, il faut choisir le bon outil. Donc, n'utilisez pas un cheval si vous avez besoin de la main. Pour choisir un bon outil, vous devez d'abord comprendre quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous voulez faire, quelle performance vous cherchez, quelle est la taille que vous allez donner ou prendre de votre modèle, quels sont les coûts que vous pouvez avoir, ce que ça va représenter comme coût, le retour sur investissement, parce que des fois, même si ça coûte cher, ça en vaut la peine, et l'infrastructure. Donc si ça va être quelque chose qui va être dans le cloud, qui ne vous appartient pas vraiment, ou on-premises, sur vos propres serveurs. Ce qui peut faire sens quand vous allez par exemple être dans le domaine de la santé, de la défense, ou quand les données de vos clients sont vraiment importantes, elles ne peuvent pas sortir de vos entreprises. Dans ce cas-là, par exemple, Llama pourra être très intéressant, parce que vous pouvez télécharger le modèle, le faire tourner chez vous. Donc on va chercher à optimiser les coûts et performances. Souvent, il y a un trade-off, c'est un peu de l'un, un peu de l'autre, il faut trouver le juste milieu. Et quelque chose de très important, c'est la protection des données. On ne veut pas que nos données fuitent et qu'elles ne nous appartiennent plus. Par exemple, vous pouvez simplement chercher à faire un chatbot qui soit simple pour poser des questions sur des foires aux questions, mais où vous pouvez chercher à avoir une IA avancée qui va pouvoir analyser des données plus complexes. Vous n'allez pas utiliser la même IA, le même modèle. Une IA spécialisée en images pour le design ou en texte pour la rédaction. Pas le même modèle non plus. Finalement, une application sans réglementation stricte ou par exemple pour le secteur médical, dans quel cas vous ne pourrez pas utiliser des versions cloud ou vous devrez avoir des protections spécifiques pour ça. On va parler maintenant de 3 techniques pour mieux utiliser l'IA. La première d'entre elles est le prompting. C'est la plus connue. C'est comment parler à votre IA de façon claire et spécifique pour obtenir les réponses que vous désirez. Grâce à ça, on pourra avoir des réponses qui sont plus pertinentes et ciblées, un meilleur contrôle sur les outputs. Quand on est plus clair, elle nous répond de façon plus précise. Et on va éviter des erreurs et des hallucinations dont Roald a parlé plus tôt. Pour pouvoir faire ça, la première technique va simplement être de définir clairement le contexte et le rôle de l'IA, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'on va lui demander, pourquoi elle est là. On va spécifier le format et le style de réponse souhaité et, si nécessaire, inclure des exemples ou des contre-exemples. Lui dire, c'est ça que je veux, fait de cette façon-là. Ici, c'est un petit exemple. Tout au-dessus, c'est la façon la moins effective. Crée-moi un plan marketing pour le lancement de nouveaux produits. OK, comment je fais un plan marketing? Quel nouveau produit? Au milieu, on va lui dire, agis en tant qu'expert marketing. Tu es un expert. Et maintenant, tu dois faire un plan marketing pour un nouveau produit technologique pour des jeunes professionnels.
c'est mieux, mais on ne sait toujours pas quel produit, comment. Je vais vous passer la fin, mais en gros, on va lui donner plus d'informations, comment tu dois faire, quel type de produit, pour quel public, et je veux ces différentes étapes. C'est la façon la plus effective d'utiliser le prompting. Ensuite, le RAG, Retrieval Augmented Generation. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça dans la salle? Quelques personnes. Donc le RAG, ça peut donner un livre de recettes à un chef. Donc votre LLM a une base de connaissances. Il a été entraîné sur plein de données, il était pré-entraîné, mais il n'a pas accès à vos données parce que c'est les données de votre entreprise, c'est vos données à vous, c'est tout n'importe quoi, mais qui soit à vous. Donc le RAG, en fait, oui. D'abord, donc les LLM ne stockent pas des faits, ils stockent des probabilités. Donc ils n'ont pas une connaissance des faits, mais ils vont juste essayer de sortir le meilleur mot, ce qui fait le plus de sens. On pourrait dire qu'ils ont de l'intuition, mais qui ne connaissent pas vraiment les choses. Comme Roy le disait, ils n'ont pas de compréhension du monde, ils ne savent pas vraiment en fait ce qu'ils disent. C'est juste, ils disent quelque chose, ça a l'air de fonctionner, on leur a donné des bons points quand ils le faisaient correctement, et ils le font mieux. Le RAG, en fait, ça va nous permettre d'intégrer des données externes ou internes pour améliorer la qualité des réponses. Ce qu'on va permettre au LLM, c'est d'aller chercher dans une base de données, dans des documents texte, dans un wiki, dans tout et n'importe quoi, même des images, et de pouvoir dire « Ok, cette information-là semble être la plus pertinente, c'est cette information-là que je vais utiliser pour répondre ». Donc grâce à ça, on va avoir des informations qui sont basées sur un contexte qui est à jour, parce qu'un modèle qui a été pré-entraîné, il a été pré-entraîné à un moment T, par exemple il y a 1 an, et il ne connaît pas les choses qui sont passées depuis. Grâce au RAG, on peut lui donner accès aux dernières informations, donc des choses qui sont à jour. Grâce à ça, on peut donner une meilleure compréhension du contexte de l'entreprise, vu qu'on lui fournit notre contexte. On va protéger les informations confidentielles, parce qu'on n'a pas eu besoin d'entraîner avec ces données. On peut faire tourner le modèle, par exemple Llama, en interne, et grâce à ça, les données ne sortent jamais de l'entreprise. Donc on est sûr de ne pas avoir de fuite de données. Et surtout, il peut fournir la source. Si on pose une question à ChatGPT, par exemple, il va juste dire « Ah ben, c'est ça ». Mais d'où est-ce que ça vient? On ne sait pas vraiment. Grâce au RAG, il va pouvoir dire « Ce document-là, ce paragraphe-là ». Ou même « J'ai trouvé 3 documents, j'en ai fait un mix-match, voici les documents, d'où l'information vient ». Donc on pourra croiser l'information. Par exemple, on peut utiliser ça pour poser des questions sur la politique interne d'une entreprise en utilisant les documents les plus récents. Je vous ai mis un petit flowchart qui est un peu plus compliqué à comprendre. Simplement à gauche, ça va être la préparation des données. On va donner toutes les données auxquelles on veut pouvoir faire appel. Ces données vont être représentées sous une forme mathématique, les embeddings, en haut à gauche, et stockées dans un vecteur database, une base de données spécifique. On va poser une question. Cette question va elle aussi être transformée en embedding, et on va comparer simplement ces embeddings, ces représentations mathématiques, à celles qui étaient dans la database. Grâce à ça, on va pouvoir dire, OK, ces 3 documents sont ceux qui ont l'air de faire le plus de sens par rapport à ta question, et on va les fournir au LLM, qui pourrait être, encore une fois, la match à GPT, n'importe lequel en quelque sorte, mais ça va lui donner un contexte sur lequel répondre. Il ne va pas répondre au pif, mais par rapport à nos documents. Dernière technique, c'est le fine-tuning. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui connaissent ça? C'est déjà un peu plus compliqué le RAG. OK. Donc le fine-tuning, ça va permettre d'affiner le discours pour un public spécifique. Donc ce qu'on va vouloir, c'est pouvoir refléter la culture, les valeurs et les besoins de l'entreprise. Une banque va vouloir qu'on parle à ses clients en utilisant vous, alors qu'une société un peu jeune utilisera tu. On va avoir différentes façons de se comporter et par exemple un service client ne sera pas le même d'une société à une autre et on va vouloir que notre LLM, notre chatbot s'y conforme. Pour faire ça, on va d'abord identifier les valeurs et le ton des entreprises ainsi que des tâches spécifiques. Donc c'est des humains qui vont faire ça, qui vont dire OK, voici différents documents que nous avons. On va grâce à ça créer des exemples de communication typiques. Si quelqu'un pose cette question-là, à quelle réponse est-ce qu'on s'attend? Et on va entraîner l'IA sur ces exemples. Je vous ai mis ici un autre flowchart. Donc à gauche, le modèle pré-entraîné, on peut imaginer Llama. Au milieu, des ensembles de prompts, de choses qu'on lui demande, et de completion, de réponses, avec par exemple en dessous à gauche
faire un résumé du texte suivant. On donne un texte, on voit le résumé. Ou traduit cette phrase de « voici une phrase, voici la traduction ». On donne tous ces exemples au modèle, on l'entraîne, et grâce à ça, on a un modèle qui est fine-tuned, qui a été spécifiquement entraîné pour cette tâche. Ça, on pourrait imaginer que pour un contexte légal, on voudrait entraîner sur des textes de loi. Si on posait cette question-là, quelle serait la bonne réponse? Et grâce à ça, le modèle va devenir plus peaufiné, spécifique à cette tâche. Donc, le premier bénéfice qu'on va avoir, c'est la cohérence du ton de la marque. La façon de parler sera embedded, sera rentrée dans le modèle. Une adaptation à des tâches spécifiques. Et ça permet aussi l'utilisation de plus petits modèles. Vous pouvez utiliser un très grand modèle qui va pouvoir faire plein de choses. Par contre, il est lourd, ça coûte cher à faire tourner. Alors que si on prend un plus petit modèle et qu'on l'entraîne pour une tâche spécifique, il pourrait être tout aussi bon, voire meilleur pour cette tâche spécifique que le gros modèle, tout en étant beaucoup moins lourd, cher, donc plus facile à exécuter. Par exemple, on pourrait imaginer un chatbot pour le support client. On va lui donner les archives d'interaction avec les clients, les procédures internes, les guidelines de la marque, et à partir de ça, il va apprendre comment se comporter avec le client. Donc, je vous ai proposé ici, je vous ai présenté trois façons d'améliorer l'utilisation des LLM, et nous allons voir maintenant qu'il y a une certaine synergie entre eux. En fait, c'est bien de les utiliser séparément. Par exemple, le prompting pour pouvoir demander un résultat, pour pouvoir guider notre réponse, le RAG pour pouvoir donner accès à nos données en temps réel, et le fine-tuning pour pouvoir définir le comportement, la façon de se comporter. Prompting et fine-tuning ensemble définissent comment le modèle devrait agir. Fine-tuning et RAG, c'est quel contexte on devrait fournir. Mettre les trois ensemble nous mène à de meilleurs résultats. Dernièrement, on peut aussi utiliser l'IA en équipe, ce qui s'appelle les agents. Vous pouvez imaginer une équipe de super-héros, chacun avec son pouvoir. Ce sont en fait différentes IA qui ont chacun leur travail, leur spécificité. Si elles travaillent ensemble, elles vont pouvoir arriver à un meilleur résultat. Par exemple, vous pourrez avoir une IA qui est spécialiste de l'analyse de données clients, ou peut aller chercher des informations sur Internet, peut générer des idées de produits ou du contenu marketing, peut des fois faire du code, des mathématiques, tout et n'importe quoi. Si on fine-tune ces IA pour faire une chose spécifiquement, elles vont pouvoir le faire plus rapidement, de façon plus efficiente, moins chère, et on va pouvoir en fait les faire travailler ensemble. Grâce à ça, on pourrait résoudre des problèmes plus complexes, avec des approches plus complètes et créatives, et on a une meilleure efficacité. Je vous ai mis des petits exemples de façons dont des agents peuvent travailler ensemble. Je vais rapidement le passer, mais c'est juste pour dire que les agents peuvent discuter en groupe, où il peut y avoir un chef qui discute avec les autres, où il peut y avoir celui-là à qui on demande les questions de maths, mais par contre à qui on ne demande rien d'autre. Donc on peut vraiment arranger la façon dont ces agents vont discuter. Et aussi, on peut toujours avoir un human in the loop, c'est-à-dire une personne qui pose la question, qui va voir ce que les IA se racontent et qui peut intervenir en disant « non, 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 c'est pas ça que je voulais en fait ». Donc il y a toujours moyen d'intervenir. Alors là, je vais vraiment brosser les LLM Ops, Large Language Model Operations. Ce sont toutes les opérations par rapport aux Large Language Models. C'est pour orchestrer toute cette intelligence. Et en fait, je vous montre juste ça comme un petit iceberg. ChatGPT, c'est tout au-dessus. Les LLM dont on a parlé, les techniques, c'est ce qui est au-dessus de l'iceberg. Les LLM Ops, c'est tout ce qui est en dessous. C'est tout ce qui est nécessaire pour entraîner, pouvoir exécuter le code pour l'inférence, quand on veut poser des questions, pour l'entraînement, pour le réentraînement, pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur, etc. Donc, quelques conseils pratiques pour démarrer. D'abord, commencer petit. Choisir un projet pilote simple, ne pas se lancer dans un projet énorme. Par exemple, commencer par un chatbot pour le service client. Quand on est rassuré que cette application fonctionne, on peut aller plus loin. Pour ça, il faut définir des objectifs clairs et mesurables. On doit savoir si ça fonctionne mieux qu'avant. Expérimenter et apprendre, donc tester différentes approches, recueillir les retours des utilisateurs et surtout itérer. Donc on ne va pas avoir le meilleur résultat de départ, on va tourner en boucle pour essayer d'arriver à un meilleur résultat. Dans un contexte d'entreprise, il est vraiment important d'impliquer les équipes, simplement parce que ce sont eux qui connaissent les processus métiers, c'est eux qui savent comment ça fonctionne. Donc il faut pour ça aussi les former et encourager la curiosité et l'innovation.
Donc finalement, les LLM, c'est bien plus que ChatGPT. Il est important de choisir le LLM qui sera le mieux adapté à notre problème. Il y a une certaine synergie entre prompting, RAG, fine-tuning et agent, les 4 concepts dont je vous ai parlé. Peut-être que pour certains cas, un seul sera suffisant, dans d'autres cas, 2. Utiliser le tout ensemble n'est certainement pas la première étape, mais amènera à des résultats meilleurs. Il y a un important besoin de formation pour pouvoir comprendre tous ces concepts. Pas forcément aussi technique, il y a différents moyens de voir ça, mais c'est aussi nécessaire. Et on peut voir qu'il y a des nouvelles sortes d'entreprises de services qui apparaissent, donc les LLM App Studio, des entreprises qui vont être spécialisées pour pouvoir comprendre vos problèmes, les transformer en solutions. Donc, j'en profite pour rappeler du coup que Sophie est juste là et que si vous voulez, si vous voulez en entendre plus à propos de Startit, vous pouvez aller lui parler à la fin. Merci pour votre attention. Voilà. Merci Renaud. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Là, j'ai une question. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question, mais ça représente d'ailleurs tous les sujets qu'on a parlé aujourd'hui. En tant que particulier, chez soi à la maison avec son petit ordinateur, a-t-on vraiment besoin d'utiliser tous ces IA différentes? Alors, en tant que particulier, pas forcément. Oui. Je veux dire, ça dépend de l'utilisation que vous allez avoir. On peut dire que ChatGPT, OpenAI, ils sont assez malins. C'est-à-dire que quand ils voient que quelque chose fonctionne, ils vont le répliquer. Ce qui veut dire que simplement en utilisant ChatGPT, vous allez déjà avoir l'occasion maintenant, par exemple, de donner un document et de dire je veux poser des questions sur ce document, fais-moi le résumé, donne-moi simplement un cours sur ce document, comment je pourrais apprendre le contenu par exemple. Par contre, ça va être limité à 1 ou 2 documents. Maintenant, on peut faire bien plus, donner accès à toutes les données d'une entreprise, à des bases de données, à des photos. Tout ça va avoir une application quand on va vraiment avoir des documents partagés entre différentes personnes et des problèmes assez complexes. En tant que personne, vous pouvez certainement utiliser ChatGPT ou autre et déjà avoir une très bonne aide. Mais à la fois, quoi. Oui, ouais, à la fois, oui. Okay. Merci. Ma question aussi rejoint un peu les 3 présentations qu'on a vues aujourd'hui. Je suis bien content qu'on ait parlé de la sécurité. C'est un des rares endroits où on entend souvent parler de la sécurité. Donc ça, merci beaucoup pour ça. Malheureusement, je trouve qu'on parle trop de sécurité, protection des données en soi, éviter que les données se retrouvent dans le cloud. Et ici, plus particulièrement avec vous, lorsque vous créez des applications ou vous guidez des entreprises à installer ou à mettre en place l'intelligence artificielle, comment est-ce que vous faites en sorte que la ségrégation des données entre les différents départements ne soit pas un problème? Alors, il y a des possibilités de rajouter ce qu'on appelle des métadatas par-dessus les données pour pouvoir dire, par exemple, ces données sont accessibles à tel utilisateur. Donc, quand on va poser une question, moi, je vais me loguer en tant que Renaud, je suis ingénieur. Par contre, quelqu'un d'autre sera du département de ressources humaines, quelqu'un d'autre sera le grand boss. La personne des ressources humaines aura accès à des informations où moi, simple ingénieur, je n'y aurai pas accès. Le boss pourra avoir accès à la plupart des choses, mais il y a peut-être certaines choses auxquelles il n'y aura pas accès non plus. Donc, c'est en utilisant donc, le RAG, Retrieval Augmented Generation, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment, à la volée, dire ces informations-là sont accessibles, pas celles-là. Et donc répondre vraiment spécifiquement par rapport aux informations auxquelles on a accès. Je suppose également que vous implémentez ou mettez en place, par exemple, Prompt Guard et tout ça autour de chaque partie. Alors, ici, c'était une vulgarisation. J'ai déjà eu du mal à vulgariser, c'est pas mon fort. Mais oui, il y a encore plein d'autres choses. C'est ce que j'ai voulu montrer avec les LLM Ops. En effet, il y a plein d'autres choses auxquelles penser. Donc, notamment le Prompt Guard, c'est pour s'assurer que
l'output qu'on aura respecte bien certaines règles, ne pas dire des injures, ne pas parler dans la bonne langue, donc ça, toutes des vérifications qui vont être effectuées avant d'avoir une sortie, de donner un résultat à une personne. Donc oui, en effet, c'est aussi des choses qu'on regarde, qu'on utilise, mais c'est vaste. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Pour le fine-tuning, on pourrait partir de quoi, par exemple, pour un exemple, l'enseignement supérieur, ChatGPT, on l'a, mais alors il faut lui expliquer très longtemps. Donc est-ce qu'il y aurait une autre solution, par exemple? Lui expliquer très longtemps, c'est-à-dire que si tu poses une question, tu veux une réponse? Ouais, c'est ça, donc il faut une longue question avec beaucoup de détails, dire tel contexte, avec Exactement. tel point, tel point, tel point. Le fine-tuning peut aider pour ça. Si par exemple on va créer une IA qui va être spécialisée dans l'enseignement, dans l'éducation, on peut lui donner plein de contenus éducatifs, mais aussi des questions-réponses telles qu'on le ferait avec un élève pose une question et un professeur va lui répondre. Ce qui va permettre plus tard qu'un élève, ayant accès à cette IA, pose sa question comme lui le ferait, sans devoir guider autant. Donc le fine-tuning va permettre d'alléger en fait, le prompting. Parce qu'on va déjà de base lui dire bah, c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est à ça que tu sers. Et ça permettra de ne pas devoir taper un pavé, on va dire, à chaque fois. Une autre technique plus légère est d'utiliser des templates. Donc template, c'est une... on dit ça en français un modèle, Canva, donc, où on va juste, par exemple, dire bah, d'habitude je pose une question comme ça, cette fois-ci c'est ce mot-là qui m'intéresse, bah, je vais juste taper le mot et ça va remettre, on va dire, tout le prompt facilement. Ça c'est quand on n'a pas accès au fine-tuning ou quand une application n'est pas disponible. Il y a aussi moyen de faire ça si on fait souvent la même chose. Ouais, donc on repart d'une lama, mais dans un cas où justement on n'a pas beaucoup de cartes graphiques. Alors le fine-tuning est maintenant assez léger en fait. Donc entraîner les modèles, ça demande beaucoup de puissance de calcul. Par contre, faire le fine-tuning à la fin, c'est plus tant que ça. Et en fait, le fine-tuning peut être assez léger. Sans exemple, c'est déjà très bien pour le guider dans la bonne direction. Et ça ne coûte pas si cher que ça et ça ne prend pas tant de temps que ça. Faire le gros entraînement au départ, où on lui a appris tout, ça c'est très lourd. Mais par après, c'est beaucoup plus léger. Une petite question au niveau des prompts. J'ai vu des gens qui s'amusent à poser des questions en chaîne un petit peu pour faire chauffer le moteur de l'intelligence artificielle. Donc par exemple, ils disent est-ce que tu connais UML? Il répond oui, je connais UML, blablabla. Est-ce que tu connais les codes Mermaid? Oui, je connais, blablabla. Et puis ils posent leurs vraies questions. Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors ça pourrait servir à donner du contexte s'il a vraiment la question à la fin. Comme c'est une même session. Ça c'est une même session. Alors c'est une chose que je vais souvent faire, c'est aiguiller en fait la réponse en disant bah, soit dans le prompt c'est ça qui m'intéresse, soit auparavant j'y vais par étapes. Je veux une décomposition en étapes de ces différentes choses avant de demander la réponse qui m'intéresse vraiment. Parce que lui donner en fait ces étapes va lui permettre de mieux répondre, plutôt que de répondre de but en blanc. C'est-à-dire, vu qu'actuellement, ce qu'il fait, c'est un peu trouver le meilleur mot qui va faire sens, avec des probabilités. Si on lui demande de but en blanc, il va pouvoir y aller à fond, sans vraiment se poser de questions. Alors que si on lui pose une question auparavant, il va décomposer, on lui pose une autre question, et il a déjà ce contexte-là qui va l'aider et qui va l'aiguiller. Donc ça peut faire sens de faire ça. Après, c'est ça, on peut faire un échauffement. Ouais. Vis-à-vis des agents IA, est-ce qu'il y a des protocoles en place de communication, un peu comme JSON, des XML, format, des choses comme ça? Alors c'est assez nouveau, donc il n'y a pas vraiment une méthode. Il y a différentes librairies qui font ça, qui ont différentes façons, soit de donner un rôle à l'IA, soit de permettre les communications, notamment LlamaIndex ou LangChain, qui font ces choses-là. Je ne pense pas qu'il y ait déjà un template de communication, en tout cas je n'ai pas vu, qui soit vraiment reconnu et utilisé par tous. Par contre, c'est souvent juste du textuel. C'est-à-dire on va définir
grâce à du JSON par exemple, tu as ce rôle-là, voici ce à quoi tu as accès, tu communiques seulement avec tel autre agent, et ça c'est juste défini comme un fichier texte qui peut être sauvé sur Git et partagé facilement. Oui, tout à fait, oui. Bonsoir, moi j'ai une question par rapport au fine-tuning. C'est-à-dire que souvent les IA utilisent beaucoup de superlatifs. Donc par exemple, si on dit décris-moi, il va me dire Loïc a des compétences fortes il est excellent en ceci, en cela. Et je me demandais comment vous fine-tunez ces modèles pour justement qu'ils aient plus un langage humain par rapport à ces superlatifs-là. Donc ça pourra vraiment être par rapport d'abord aux données disponibles de l'entreprise. Donc si l'entreprise n'a pas cette façon-là de communiquer, le Large Language Models va ne pas parler comme ça. Et puis là, il y a aussi une partie de prompting où simplement on va pouvoir lui dire « comporte-toi comme ça ». N'utilise pas des superlatifs à tort et à travers. Donc ça va être une combinaison de ces deux techniques. À savoir que quand vous allez écrire prompt, donc ça c'est le prompt user, c'est le prompt utilisateur, c'est le vôtre, mais il y a aussi un prompt system, donc un prompt qui a été mis par le créateur du Large Language Model. Par exemple pour ChatGPT, le prompt system, il est là, il ne vous est pas accessible, vous ne pouvez pas le changer. Avec la main, il y a un moyen de changer une partie et de dire c'est comme ça que tu vas te comporter d'habitude. Mais donc, en plus de votre prompt à vous, il y a déjà une façon d'aiguiller le modèle. Utiliser des modèles qui soient plus open source vous donne plus de latitude à ce niveau-là aussi pour changer la façon dont ils se comportent. Et pour le fine-tuning, ça va vraiment dépendre des données que vous allez récupérer. Et si dans l'entreprise, on ne parle pas comme ça, il ne parlera pas comme ça non plus. Je propose qu'on remercie nos 3 orateurs. Merci beaucoup. Merci à vous 3, c'était très complémentaire. On est vraiment passé du paysage, ensuite sur l'AMA 3, ensuite sur la vision plus d'entreprise. Donc j'espère que vous avez eu une vue d'ensemble sur ces 3 éléments.